Parfait. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents à la présentation du livre du lieutenant-colonel Yvan Cadeau, Une histoire du camouflage militaire, publié aux éditions du Nouveau Monde avec l'appui du ministère des Armées. Déjà, je vais profiter de l'occasion pour me réjouir parce que c'est l'opportunité pour moi de présenter le travail d'un historien que j'apprécie énormément et d'un collègue émérite et efficace. Donc c'est une double chance. Je vais me permettre déjà de commencer par présenter le colonel Cadeau. On a là un historien militaire. Je pense qu'on pourra aussi s'interroger tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est qu'être historien militaire et faire de l'histoire militaire dans ce cadre-là. Le colonel Cadeau est un grand spécialiste de toutes les guerres Indochine et Corée. Il a fait plusieurs ouvrages sur la guerre d'Indochine, a commencé par une thèse de doctorat sur le génie durant la guerre d'Indochine, suivi par un ouvrage, grande synthèse sur la guerre d'Indochine, qui reste la référence, à mon avis, dans l'histoire de l'histoire militaire actuelle, suivi aussi d'une étude de la bataille de Dien Bien Phu, de Cao Bang. Il a fait plus récemment un travail aussi sur la guerre de Corée, et très récemment un ouvrage sur Okinawa. Donc, avec Yvan, je vais me permettre de t'appeler Yvan, nous avons un spécialiste d'une histoire qui est quand même plutôt asiatique, de la guerre, les guerres de la France en Asie. Et là, c'est un pas de côté. C'est un pas de côté avec une histoire du camouflage militaire. L'ouvrage vient de sortir. C'est ce que j'appellerais moi un bel ouvrage parce qu'il y a non seulement une étude historique, mais il est aussi abondamment illustré et bien illustré. C'est un ouvrage qui s'appuie notamment, mais pas seulement, sur les collections du service historique de la défense, donc les archives qui sont extrêmement importantes, même plus grandes que les archives de France. Donc on peut s'en féliciter à ce moment-là, ainsi que sur des archives qui viennent d'un peu partout dans le monde, mais principalement, je dirais, des archives anglo-saxonnes liées à la guerre. C'est un ouvrage donc qui, dans votre travail, est à la fois un pas de côté, mais dessine finalement une certaine histoire militaire spécifique. Alors la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que c'est pour vous l'histoire militaire, Yvan Cadeau ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Gilles. Alors, l'histoire militaire, on pourrait répondre de manière traditionnelle que c'est la branche de l'histoire qui s'intéresse aux faits militaires, aux faits guerriers, comme on entend de plus en plus souvent. Moi, j'aime bien quand même le terme histoire militaire parce que je le trouve global et finalement assez juste. Et donc, cette histoire militaire, eh bien, elle va s'intéresser aux armées, donc en tant qu'institution, à l'organisation de celles-ci, notamment par exemple à des choses qui sont peu connues, au travail de l'état-major. Qu'est-ce qu'un état-major? Et donc, histoire militaire, on peut évidemment occuper beaucoup de champs, on peut aller tirer du côté de l'histoire culturelle, on n'a plus vraiment le choix entre guillemets maintenant. Moi, ce que j'aime bien dans cette histoire militaire, c'est l'histoire des opérations. Je trouve que l'histoire, comme elle est racontée lorsqu'elle s'intéresse à la chose armée par les universitaires, ne prend pas assez en compte l'impact des opérations. On est vraiment là dans le domaine de la pensée. On est souvent dans une histoire un peu classique au niveau politico-militaire, mais la stratégie opérationnelle, elle a son intérêt parce que, c'est la traduction sur le terrain des décisions politiques, et cette traduction sur le terrain, elle a aussi des impacts par ses effets, victoire, défaite, etc., en fait, sur les décisions qui vont être prises. Donc l'histoire militaire, l'histoire des opérations, c'est une histoire qui a longtemps été un petit peu parent pauvre en France, parce que très critiquée au début du XXe siècle par l'école des Annales, à juste titre. Et on l'a longtemps limité, même après la Seconde Guerre mondiale, cette histoire militaire a un peu l'histoire bataille. Or, les choses changent et c'est heureux, cette histoire militaire, eh bien, elle nous apprend beaucoup sur les guerres elles-mêmes, telles qu'elles ont été racontées. Lorsqu'on fait de l'histoire militaire, lorsqu'on fait l'histoire de la stratégie opérationnelle, on se rend compte que certaines choses qui ont été écrites par le passé ne fonctionnent pas. Tout simplement, du point de vue militaire, ça ne peut pas fonctionner. Et puis également aussi, eh bien, ces militaires qui sont quand même mal connus ou parfois réduits à quelques caricatures, lorsqu'on fait de l'histoire militaire, on apprend à les découvrir autrement. Il y a une dimension d'histoire globale, moi c'est ce que j'entends dans ce que vous dites, une dimension d'histoire globale qui intègre beaucoup de notions, non seulement des notions excessivement qui relèvent, on va dire, de l'art militaire, c'est-à-dire de la stratégie et de la manière dont, par l'expérience, on constitue, je
je dirais les opérations et idéalement la victoire. Ça rassemble aussi des notions qui traitent de l'histoire économique, de l'histoire culturelle, de l'histoire politique. Bref, un ensemble important de disciplines qui sont organisées autour de ce phénomène qui est le phénomène guerrier. Alors, bien évidemment, faire de l'histoire, c'est aussi être historien, et peut-être une autre question qui pourrait se poser, non seulement en lisant cet ouvrage, mais plus globalement en lisant les différents ouvrages que vous avez publiés et qui font de l'opérationnel, mais pas seulement. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un regard qui croise justement ces différentes échelles, ces différents niveaux d'explication pour comprendre ce qui se passe dans ce phénomène guerrier. La question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'être historien militaire. Alors, historien militaire, c'est un terme générique, c'est-à-dire que moi, je pourrais me définir un peu plus précisément en tant qu'officier historien. Et c'est d'ailleurs une fonction de l'armée de terre qui tend à se développer. On n'est pas très nombreux, mais nous sommes bien officiers historiens, c'est-à-dire que nous sommes militaires. Alors, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la même approche, la même méthodologie que les autres, mais c'est que nous sommes d'abord officiers. Historien militaire, vous pouvez être militaire ou civil. Mais l'historien militaire, finalement, ne se distingue pas de l'historien classique ou tout court, pour parler familièrement. Les méthodes sont les mêmes, les exigences scientifiques, elles sont également similaires. Donc l'historien militaire, eh bien, il va s'intéresser à l'histoire des guerres avec eh bien, un prisme particulier de tout ce qui concerne la chose militaire, et le feu guerrier que j'emploie ici, mais une notion que j'aime pas trop. Donc de l'histoire militaire, et alors dans des cadres, la France a la chance d'avoir un service historique qui s'occupe justement de ces choses-là, qui appartient au ministère des Armées, le service historique de la Défense, dont vous êtes l'un des membres éminents, et un bon connaisseur justement de la chose militaire. Et dont la directrice est ici présente. Et dont la directrice est ici présente, et nous la saluons, nous la remercions déjà de sa présence. Cette histoire militaire, justement, elle s'appuie, il y a une démarche, bien sûr, de travail scientifique autour des archives, autour des fonds, il y a aussi un regard spécifique, il y a aussi un angle particulier, l'angle des opérations. Alors ici, on passe à autre chose qui relève du camouflage. Quel type d'histoire? On est, avec cet ouvrage, on est dans quel type d'histoire? On est dans quelle approche? Alors, je remercie d'abord les éditions de Beaumont et Yannick Délicy de m'avoir proposé effectivement ce sujet. Je n'en suis pas emparé, il m'a été proposé, j'ai trouvé ça très intéressant d'un point de vue du sujet en lui-même, mais également de moi, ce que ça allait m'apporter voilà, en tant qu'officier. C'est un ouvrage de synthèse, et je m'étais dit, après les ouvrages que j'avais faits auparavant, je me dis tiens, je vais me reposer un petit peu en faisant quelque chose de léger. Bon, j'étais encore bien naïf, parce que même si effectivement c'est 150 000 signes, eh bien, le travail de recherche, de toute manière, lui, est incompressible. Donc, pour pouvoir restituer et faire une synthèse à peu près correcte, en tout cas je l'espère, il a fallu beaucoup de recherche. Et alors, le problème du camouflage, là il s'appelle camouflage militaire, c'est qu'il intéresse aussi la société civile. Et donc, on va être nécessairement obligé eh bien, de s'intéresser à la ville, de s'intéresser aux structures économiques qui sont aussi à camoufler. Donc vous voyez que je dirais que les tentacules de l'histoire militaire sont assez larges. Donc ça revient bien donc à cette histoire globale, et ça rebondit sur la question, peut-être la première question qu'on peut poser directement sur le livre sans trop le déflorer justement, c'est qu'est-ce qu'on peut dissimuler, qu'est-ce qu'on peut camoufler? Eh bien apparemment tout, en tout cas ça a été l'ambition des militaires, mais également des civils aux responsabilités, notamment en 14-18, qui cherchent à dissimuler absolument tout. C'est la dialectique entre le chasseur et le gibier. Le gibier laisse une empreinte, sa signature, et évidemment, lui, si le gibier avait pu la dissimuler, il l'aurait fait. Certains animaux le font en changeant effectivement de forme ou de couleur. Eh bien, on s'inspire évidemment primitivement de la nature pour camoufler d'abord eh bien, j'allais dire d'abord les uniformes. Non, on va penser d'abord aux uniformes, mais l'effort va être fait à partir de 1914 sur le front. Camoufler le front, c'est à savoir camoufler la nature même de la guerre qui a changé. À partir de 14, vous n'êtes pas sans savoir que le front devient statique. On a 650 km
de front de la mer du Nord à la Suisse, eh bien cette ligne de contact, comme on l'appelle, eh bien il va falloir la cacher parce que la ligne de contact, elle présente énormément de renseignements et d'informations pour un adversaire. Donc c'est d'abord ça qu'il faut cacher, ses positions, son artillerie aussi, puisqu'on est passé à l'âge de la guerre industrielle, donc évidemment l'artillerie eh bien, gagne en importance, et bien souvent cette artillerie ou les masses d'hommes eh bien, qui sont positionnées, elles indiquent les intentions. C'est-à-dire qu'évidemment, si on regroupe X centaines de milliers d'hommes dans un endroit, bien on peut se dire que c'est face à cet endroit eh bien, que le commandement adverse compte faire son effort. Donc évidemment, le but est de cacher ses intentions à l'adversaire et donc de dissimuler tout ce qui peut l'être. C'est ambitieux. En vous écoutant, je me dis donc que le camouflage est peut-être un marqueur léger ou discret de ce qui est devenu la guerre moderne à partir de la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a, mine de rien, une histoire ancienne du camouflage, même si ce n'est pas l'objet spécifique de votre ouvrage? Alors non, c'est très tardif et j'ai été surpris moi-même en travaillant sur le sujet. Bon, je savais très bien évidemment que les codes de la chevalerie évidemment n'étaient pas familiers au camouflage, hein, parce que c'est un déshonneur à l'époque. Évidemment, on imagine mal le chevalier Bayard se cacher ou se travestir, on imagine même aussi mal le samouraï japonais s'enduire debout pour se cacher. Donc effectivement, au Moyen-Âge, puis à l'époque moderne, eh bien, pas de camouflage. Et à l'époque moderne, au contraire, on rentre dans une époque où les armées commencent à se densifier. Ce sont maintenant des dizaines de milliers d'hommes qui sont employés sur le champ de bataille. Et la réflexion, justement, qu'ont les modernes là-dessus, Turenne, de Saxe, c'est en fait eh bien, que pour commander une armée, pour bien la commander, il faut que le chef soit vu. Donc, ça va à l'encontre du camouflage. Le chef doit être vu et, de manière corollaire, le chef doit voir ses troupes. Il doit voir ses troupes de loin, donc pouvoir les identifier, d'où les uniformes rutilants, et également doit voir ses troupes à travers le brouillard que constitue le champ de bataille. On a du mal à se représenter ce qu'est la fumée sur le champ de bataille à l'époque. C'est une fumée très lourde, très épaisse, et que même un vent parfois un peu fort a du mal à dissimuler. Donc il y a ce qu'on appelle l'impératif de visibilité. Alors, justement, cette visibilité, on tente de l'estomper à partir de la Grande Guerre. Est-ce qu'il y a une typologie des différentes méthodes utilisées? Est-ce qu'il y a une typologie des moyens? Et sans rentrer dans les détails, est-ce que ça fonctionne? Alors, il y a toute une histoire qui est assez connue autour du camouflage de la Grande Guerre, et notamment avec le mouvement cubiste et les peintres. Bon. Les peintres, déjà à l'époque, le cubisme, c'est en vogue, donc ça a été surreprésenté, mais vous voyez bien aussi que d'un point de vue du récit mémoriel ou d'un narratif, par exemple pour les médias ou la presse de l'époque, on a là des bons clients. On a des bons clients et que l'on va mettre en avant et on va les surreprésenter. Il n'y a pas besoin d'être un peintre cubiste pour camoufler un canon de 155, pour parler clairement. Quelqu'un qui est un peu bien câblé, excusez-moi l'expression, va réussir lui-même à se dire « Tiens, je vais camoufler de telle ou de telle manière ». Donc, on va chercher évidemment à fondre les objets, les positions dans leur environnement naturel. Ça, c'est très simple. Et pour ce faire, effectivement, des peintres vont être utilisés, dont des peintres cubistes, mais finalement, les peintres ne représentent qu'un pourcentage assez marginal. Et puis, il y a différents corps de métier qui travaillent dans le théâtre, dans la menuiserie, dans l'architecture, vont être mis à profit. Mais ce que l'on oublie trop souvent, c'est que ces gens sont prestataires, c'est-à-dire que ce sont bien des militaires qui passent les commandes et qui leur disent « je veux ça, ça, ça et ça ». Et ils s'exécutent. Alors que dans une certaine historiographie, on a l'impression que ces peintres cubistes finalement laissent libre cours à leur imagination et que les armées en fait eh bien, acceptent celle-ci. Non, le processus n'est pas celui-ci. Et on le retrouve ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale, on a des bons témoignages
je n'ai pas mis là parce qu'il y a les contraintes éditoriales, mais on a par exemple des officiers américains qui disent recevoir 200 candidatures d'experts en camouflage par mois, ou à Fort-Belvoir en Virginie, où il y a un centre d'expérimentation du camouflage, avec des idées totalement saugrenues. Par exemple, on a des propositions pour le camouflage des villes, avec des unités mobiles de projecteurs. Et donc, en fait, la nuit, à travers les villes, alors notamment là, ça concerne les villes de la côte ouest des États-Unis, eh bien, vous auriez des norias de camions avec des projecteurs se déplaçant, et un ennemi, en fait, à partir du ciel, eh bien, ne retrouverait plus ses petits et, en fait, verrait cette espèce de ville mouvante. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, et lui rappelle bien, effectivement, que le camouflage, il est d'abord militaire et il répond aux impératifs du commandement. Alors, ce qu'il y a aussi d'amusant dans ce livre, même si ce n'est pas un livre fait pour rire, justement, mais ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'il y a aussi des histoires de faussaires, des histoires de mythomanes, des histoires de magiciens, et c'est aussi le croisement, finalement, d'impératifs militaires ou guerriers sérieux, et de récits parfois mythifiés, voire complètement inventés, de ce que le camouflage peut faire, qui fait quand même de cette discipline quelque chose de singulier dans le phénomène comme dans l'exercice militaire. Est-ce que vous pouvez approfondir un peu ça? Alors oui, vous faites référence à Maskin, qui est... je parlais des bons clients pour la presse, alors je ne vais pas faire de charge contre la presse non plus, mais effectivement, pendant longtemps, finalement, le premier relais de cette histoire militaire, eh bien, c'était les histoires racontées par des journalistes, et puis après repris plus ou moins fidèlement par des historiens, ou des historiens entre guillemets. Et évidemment, lorsque vous couvrez la Seconde Guerre mondiale, que vous avez mis en avant les principales figures, Guderian, que vous avez mis en avant les tanks, etc., bon, bah, vous cherchez, vous avez ces formidables histoires de camouflage qui, évidemment, font un peu rêver, et on va s'emparer et accepter un petit peu trop vite un certain nombre d'histoires apocryphes, notamment le camouflage du canal de Suez et de la ville d'Alexandrie, que l'on retrouve encore de nos jours dans les ouvrages, et récemment, je le cite, un article du Point qui, sans s'interroger plus avant, eh bien, va rendre hommage à quelqu'un qui est tout simplement un mythomane, hein, qui a bien fait partie d'une section camouflage, mais finalement, il faut simplement s'imaginer ce que c'est que camoufler le canal de Suez ou la ville d'Alexandrie. Donc bah, comme toujours avec n'importe quel sujet, eh bien, creuser un peu et puis essayer de dénouer le vrai du faux. Mais en tout cas, effectivement, le camouflage nourrit un certain nombre de fantasmes tout de suite, et comme je le disais, eh bien, génère aussi les imaginations de nombreux hurluberlus, hein, qui vont proposer leurs services aux armées. Or, le camouflage, à partir de 1914-1918, il est intégré dans la manœuvre du commandement, c'est-à-dire que l'on prend en compte cet aspect nouveau, ce domaine qui n'est pas fait là pour tuer ou pour détruire, mais bien pour se dissimuler. Et ce camouflage qui est intégré dans la manœuvre du commandement en 14-18, eh bien parfois il devient la manœuvre du commandement, notamment dans ce que les Britanniques, parce que ce sont eux qui vont les développer, appellent les opérations de déception. Les opérations de déception, hein, qui visent eh bien, à induire l'adversaire sur ses intentions. Mais dans ces opérations de déception, le camouflage n'est qu'un aspect, mais souvent c'est celui que l'on va mettre en avant parce que c'est le plus visible. Évidemment, pour quelqu'un qui cherche un bon sujet, on a du mal à visualiser un trafic radio. En revanche, lorsqu'on parle du débarquement de Normandie, évidemment, l'opération Fortitude, qui n'est qu'une branche de l'opération de déception Bodyguard, qui est beaucoup plus important, ben cette opération Fortitude, on la met en avant avec les fauchards gonflables. Mais ces fauchards gonflables, il faut bien le savoir, les Allemands n'en ont jamais eu connaissance, tout simplement parce qu'ils n'avaient plus d'aviation à l'époque suffisante, et surtout que le ciel de l'Angleterre leur était interdit. Donc voilà, l'histoire militaire, elle permet aussi de dégonfler ce type de représentations qui sont fausses. Si les Allemands ont pu se leurrer sur les intentions alliées quant au lieu et à la date du débarquement, c'est plus par d'autres méthodes que par le camouflage. En revanche, il y a des opérations où là, l'exemple aurait pu être plus judicieux, c'est l'opération Bertram, en Afrique du Nord en 1942. Voilà. Mais en tout cas,
le camouflage est une arme à disposition du commandement, c'en est une parmi d'autres. Alors on a beaucoup là parlé, et vous êtes un officier de l'armée de terre, donc on a beaucoup parlé de l'armée de terre, mais est-ce que les autres armes camouflent aussi, et avec quels enjeux et de quelle manière? Alors, je le disais, le but est de tout camoufler. De tout camoufler. Certains officiers sont très réticents. Ils disent il y a des domaines où ça ne sert à rien. Alors effectivement, on a la marine qui va camoufler aussi ses navires. Non pas tant les navires de guerre, parce que même si des essais sont faits, c'est très difficile, mais surtout en fait la marine marchande. Et donc à partir de 1917, à l'initiative des Britanniques cette fois, puisque le camouflage terrestre, les inventeurs sont bel et bien les Français, le camouflage naval, ce sont les Britanniques. Eh bien, ils vont à partir du printemps 1917, parce que la guerre à outrance du Kaiser, c'est vraiment 1917, face aux pertes, eh bien, essayer de tromper les sous-mariniers allemands quant à la direction empruntée par les navires, le cap, leur forme générale, et donc il va y avoir le fameux camouflage d'Azol, vous avez en tête ces rayures zébrées, blanches et noires des navires, mais vous allez aussi avoir une approche plus française, avec on peint de fausses proues, de fausses poupes sur des navires existants. Et effectivement, le sous-marinier allemand qui a besoin de connaître le volume du navire et sa direction générale pour pouvoir l'attaquer, eh bien, est assez mystifié par ces procédés qui vont être remplacés progressivement, à partir de la Seconde Guerre mondiale, par un camouflage plus classique, le fumigène. Tout simplement, le fumigène pour faire disparaître totalement les navires. Alors les procédés sont divers. Et puis c'est pareil, on va camoufler les avions, camoufler sur les structures supérieures, à savoir pour qu'un avion adverse qui survole un terrain d'aviation ne puisse pas identifier avec certitude la cible, mais également le camoufler sur les structures inférieures des ailes, d'où des peintures plutôt bleu clair, rappelant en tout cas le ciel. Voilà. Alors, l'efficacité de ces camouflages sont plutôt relatives. Mais il y a aussi autre chose. Le camouflage donne une spécificité, un marqueur à une unité. Et on le verra après avec les uniformes de l'armée de terre. Et donc, quand bien même l'efficacité opérationnelle n'est pas toujours prouvée, de toute manière, on est reconnaissable et on a une appartenance propre du fait du type de camouflage que l'on utilise. Alors ça rebondit justement sur la question que j'allais poser ensuite. Effectivement, le camouflage dans la Première Guerre mondiale est un moyen de dissimuler. On a l'impression qu'au fur et à mesure, et moi je pense notamment à toutes les images qu'on a, peut-être à la fois de l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale, mais même encore des tenues des parachutistes français au moment de la guerre d'Algérie, c'est devenu un emblème et une manière au contraire d'exister et de se reconnaître. Tout à fait. Le camouflage, les types de camouflage participent dès leur origine de la création d'un esprit de corps dans les unités. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre d'officiers, une grande partie du corps des officiers généraux sont contre le camouflage, notamment dans l'armée des États-Unis, l'armée de terre. C'est pour ça que le corps des Marines, lui, va adopter le camouflage avec lequel il va combattre dans le Pacifique. Et donc on identifie très facilement sur les photos qui est un combattant de l'armée de terre des États-Unis et qui est un Marines, parce que soit ce dernier est totalement camouflé, soit il est simplement un couvre-casque camouflé. Et le but est de se différencier des autres. Par exemple, les Allemands, qui sont les premiers à utiliser le camouflage pour les tenues bariolées, pour leurs uniformes, surtout les unités de la SS veulent se différencier absolument des unités de la Wehrmacht qui ont un camouflage. Pendant la guerre d'Indochine, vous avez aussi, on reconnaît les bataillons parachutistes au camouflage qu'ils portent. Certains ont du camouflage d'origine britannique, et d'autres ont du camouflage d'origine américaine. Parfois, il y a des unités qui marient les deux. Donc, cette spécificité, finalement, elle devient un marqueur fort pour les unités. Mais encore une fois, elles sont souvent réservées aux unités dites d'élite,
Et il y a toujours, on voit dans les archives, des textes qui veulent revenir aux errements antérieurs avec tout le monde de la même couleur, c'est-à-dire en uniforme, de la même forme et de la même couleur. Alors on peut dissimuler donc des armes, des armements, on peut dissimuler des individus. Est-ce qu'on peut dissimuler des villes, pour revenir sur le sujet Alors ça a été effectivement une préoccupation, puisque les villes deviennent désormais un objectif de la guerre au cours de la Première Guerre mondiale, notamment Londres, Paris. On oublie aussi le secteur fortifié des Flandres avec Dunkerque, qui constitue une base opérationnelle pour les Alliés. Et donc, eh bien, il faut essayer de cacher ça aux vues. Donc, diminuer l'empreinte des villes de jour, c'est difficile à l'époque. Et donc, de nuit, le plus simple, eh bien, c'est de baisser les lumières. Les lumières qui sont à Paris à cette époque, on peut dire de manière très schématique, 50% est fourni par l'électricité, et 50% c'est toujours le gaz. Donc, alors, baisser les lumières des villes, obscurer les fenêtres, etc. Mais ça ne suffit pas. À partir de 1917, on va mener vraiment on va penser, évidemment, cette idée du faux Paris. Hein, c'est-à-dire, eh bien, à partir de certains emplacements pouvant rappeler les tracés du Paris réel aux Allemands, eh bien, on va construire un faux Paris. C'est-à-dire que les Allemands, à l'époque, ils utilisent des instruments de navigation, c'est les débuts de la goniométrie, hein, donc par triangulation avec des émissions radio, on arrive à peu près à identifier une cible, mais les Allemands suivent tout simplement les cours d'eau et la route, qui, la nuit, en fait, se reflète assez bien. Et donc le but, eh bien, ça va être de trouver des caractéristiques similaires aux boucles de la Marne ou aux boucles de la Seine, et puis, eh bien, à quelques dizaines de kilomètres de leur vrai emplacement, eh bien, créer de toutes pièces un faux Paris. Alors il y aura un début de réalisation. Faux Paris, le but n'est pas évidemment de recréer intégralement, hein, mais par un système de toile peinte ou parfois de contreplaqué, notamment pour les édifices les plus importants. Eh bien, l'idée, voilà, était de tromper l'adversaire. La fin de la guerre interviendra avant, évidemment, cette réalisation. Mais l'idée sera reprise un petit peu pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment là pour cacher les usines. Hein, les Britanniques le font, parce que les lieux de production sont devenus évidemment des cibles prioritaires pour les aviations qui sont de plus en plus importantes et dont le rayon d'action est de plus en plus important. Et évidemment, les projets originaux, ça sera ceux sur la côte ouest des États-Unis, où on va tenter, eh bien, de dissimuler le caractère originel du site de production. Là, sur la côte californienne, ce sont les usines de production d'avions, en créant à l'échelle 1/3, eh bien, sur les immenses superficies de ces usines, eh bien, de faux quartiers d'habitation, avec des faux stations-service, de faux centres commerciaux, du linge aussi, qui est parfois mis dans la journée, retiré 2 jours plus tard, pour simuler en fait une activité humaine. Bon, tout ça, ça sera fait entre 1942 et 1944, parce que les Américains ont les moyens. Évidemment, aucun avion japonais ne les survolera jamais. Hein, ça fait partie aussi de toutes ces choses-là, de tous ces thèmes de la Seconde Guerre mondiale qui coûtent extrêmement d'argent, mais les Américains peuvent le faire. Et donc ils le font. Est-ce qu'on peut dire que le camouflage, c'est finalement l'art de dissimuler la guerre au sens large? Et est-ce qu'on peut retrouver ce genre de pratique de manière aussi plus large, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la culture, enfin l'approche de la guerre culturelle telle qu'on l'a maintenant, où on dissimule la réalité de la guerre, on en présente quelque chose, une image un peu différente? Le camouflage que j'évoque dans l'ouvrage, c'est un camouflage, on va dire, matériel, qui est tangible. Mais évidemment, avec le changement de nature de la guerre, ce camouflage-là, c'est pour ça que les Anglais ont inventé cette notion d'opération de déception qui, lui, prend en compte effectivement des choses immatérielles comme l'influence, comme
maintenant on pourrait dire effectivement le camouflage via les réseaux sociaux, enfin tout ce qui peut être utilisé pour tromper l'adversaire ou avoir des effets psychologiques sur lui, dans le cadre de ce qu'on a appelé dans les années 50 la guerre psychologique, va l'être. Donc oui, on pourrait accepter ça comme des formes nouvelles du camouflage. Alors justement, dans les enjeux, on va dire, très contemporains, quelles seraient finalement les perspectives du camouflage à l'heure actuelle? On rentre là dans le débat séculaire entre la cuirasse et l'épée, c'est-à-dire qu'on se camoufle, on cherche l'invisibilité, et donc l'adversaire, évidemment, va chercher à trouver la faille et à rendre visible ce qu'on essaye de lui dissimuler. Alors ça apparaît pendant la Première Guerre mondiale, c'est le début en fait des infrarouges, où on va chercher, grâce à de nouveaux appareils, eh bien, à révéler les sources de chaleur qui sont cachées. Les Allemands l'utilisent à la fin de la guerre sur des blindés, et puis les Américains aussi. C'est les premiers fusils de sniper, ils appellent ça sniper scope, avec un dispositif infrarouge. Depuis, la lutte n'a jamais cessé, parce que, évidemment, pour se cacher de l'infrarouge, on va essayer de développer des textiles dits intelligents. Maintenant, on a des textiles, effectivement, de plus en plus performants, des textiles qui sont intelligents et qui sont adaptatifs au milieu dans lequel ils évoluent. Et donc, il y a des projets actuels menés en France, et notamment avec l'apparition dans les années prochaines, ça va commencer, d'un nouveau camouflage qui, le BME, le bariolage multi-environnement, qui est 25% plus long à détecter par l'adversaire que les actuels treillis. Voilà. Nonobstant les inventions technologiques qui continueront à se développer, ce sont aussi quand même des technologies de pointe qui coûtent cher. De là, effectivement, à les retrouver sur tous les théâtres d'opération, il se passera du temps. Et donc, on s'aperçoit quand même que finalement, les méthodes employées en 14-18 ont encore de beaux jours devant elles. C'est-à-dire que finalement, eh bien, profiter du milieu physique dans lequel on se trouve, de ses ressources, pour se cacher au vu de l'adversaire. L'adversaire ne dispose pas toujours de moyens infrarouges ou de moyens technologiques. Donc, certes, le drone a révolutionné les conditions du combat sur le champ de bataille, mais on peut quand même se cacher du drone, on le voit. Mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, effectivement, il y a une partie, dans certaines situations, du camouflage, comme on pouvait le penser auparavant, qui est devenu obsolète. Et paradoxalement, dans un certain nombre de cas, eh bien, finalement, on réadaptera, on réutilisera les techniques passées. C'était Clausewitz qui disait que la guerre était un caméléon, alors sans envisager le camouflage, c'était pas de son époque, mais on remarque que finalement le camouflage a pris une place assez importante. Est-ce qu'il y a, déjà, question aussi pas forcément attendue, est-ce qu'il y a des théoriciens du camouflage? Est-ce que vous avez croisé des théoriciens dans votre recherche? Non, il y aurait éventuellement des techniciens du camouflage, mais sauf erreur, mais je n'ai jamais trouvé dans la littérature française ou anglo-saxonne, ou même japonaise traduite, par exemple, de théoriciens du camouflage. Il y a, comme je le disais, la prise en compte du camouflage par le commandement, qui a intégré ça, comme il va intégrer une nouvelle arme, quelle que soit sa nature. Et ensuite, on a des techniciens qui vont améliorer, évidemment, l'outil et le proposer. Voilà. Mais on ne théorise pas. L'usage si ce n'est peut-être dans la déception, dans les pratiques. Oui, voilà, c'est ça. La déception, elle peut être théorisée parce qu'elle utilise des champs très larges. La déception, c'est les faux trafics radio, c'est les agents secrets qui sont chargés d'intoxiquer, c'est l'opération Mincemeat notamment. Alors pareil, l'opération Mincemeat, qui, vous savez, qui a donné lieu à un mauvais film, c'est l'opération en fait qui est chargée de faire croire aux Allemands qu'il n'y aura pas de débarquement en Sicile, mais que les Alliés débarqueront dans les Balkans ou en Grèce. Et donc on va utiliser un faux cadavre avec des faux papiers, on va lui donner une identité, etc. etc. Bon, Mincemeat n'est qu'une branche
voilà, c'est pareil, des opérations de déception. Donc oui, ça davantage théorisé. Donc c'est une histoire aussi technologique, hein, vous l'avez un petit peu évoqué. Il y a un cas que je trouvais justement très intéressant, c'est tout ce rapport à la fumée. On parlait tout à l'heure d'illusion, on parlait tout à l'heure de magicien. Ça fait aussi référence à des travaux, l'évolution de la fumée sur le champ de bataille, et aussi le fait que finalement le brouillard de la guerre change de couleur, pour reprendre une métaphore douteuse. Oui, non, mais alors effectivement, donc cette recherche de l'invisibilité parfaite, on la trouve dans la mythologie, j'en parle un peu dans l'ouvrage, hein, c'est la Tarnkappe de Siegfried, c'est la Cunée de Hadès. Non, pas de Hadès, de... Si, pardon, autant pour moi. Donc voilà, on la recherche, cette invisibilité totale, sans évidemment jamais la trouver, et ce qui va permettre d'y parvenir au plus près, mis à part la nuit finalement, c'est la fumée. Voilà, c'est la fumée, et la fumée qui va générer effectivement sur le champ de bataille. Alors elle existait avant très lourde, maintenant elle est plus, on dirait un peu plus légère, mais on a une autre fumée, on a un autre brouillard sur le champ de bataille, et notamment dans les opérations maritimes sur mer, où il y a des vedettes spéciales en accompagnement des gros navires qui sont chargés de faire des écrans de fumée. Les avions peuvent également aussi dissimuler ou tenter de dissimuler le champ de bataille, hein, sachant que à cette époque, lorsqu'on fait ça, il faut bien voir aussi que ce sont des combats qui sont par-delà l'horizon. C'est-à-dire que parfois les navires ne se voient pas et l'on va cacher par un écran de fumée, tout simplement, aux avions de reconnaissance et d'observation pour éviter la désignation de cible. Alors, question aux spécialistes du génie que vous êtes, qui s'occupe du camouflage? Est-ce qu'il y a des groupes qui sont spécialisés, des armes qui sont spécialisées? Qui fait ça? Alors ça dépend des armées. Bon, alors effectivement, pendant la Grande Guerre, on a une section d'études de camouflage qui se met en place de manière ad hoc. Donc là, on va avoir les différents corps de métier dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, effectivement, c'est plus du domaine des sapeurs, du génie, qui va s'en occuper. Mais on a également, à chaque échelon, normalement, le soldat va prendre en compte désormais, à partir de 1917-1918, va prendre en compte cet impératif de camouflage, et donc dans sa formation, il va recevoir des notions. Donc à un niveau tactique, je dirais, chaque combattant sait qu'il doit se cacher, être le moins visible possible. Et puis je dirais qu'à un niveau, on va dire, opératif, au-dessus, au niveau des opérations, là, on a des services, alors services du génie, mais on peut avoir le matériel aussi dans certaines armées, qui vont prendre en compte, justement le matériel, à savoir les pots fumigènes, etc. Donc finalement, chaque combattant, et ça c'est dans les textes réglementaires, doit posséder des notions de camouflage, et donc partout où il arrive, il doit s'enterrer et se cacher. Ce sont des actes en fait normaux appris dans la formation. Donc un art de la dissimulation, on va dire. Est-ce que c'est l'art du pauvre dans la guerre? Je pense notamment, là je parle aux spécialistes de la guerre d'Indochine, est-ce que ce camouflage, et on le voit notamment avec vous faites un topo sur le camouflage des Japonais, est-ce que c'est aussi l'art du pauvre et la guerre du pauvre? Alors on pourrait dire ça, on pourrait dire qu'effectivement, finalement, si je dispose d'une armée de 3 millions et qu'en face ils sont 10 000, il va falloir qu'ils se cachent plus. Et donc moi je n'aurais pas besoin forcément de me camoufler, j'aurais des pertes, mais finalement j'aurais victoire à gagner à peu près certainement. Donc oui, il y a effectivement un rapport du faible au fort, mais il peut être interrogé aussi, ça ne marche pas. Par exemple, si j'étudie les Français et les Allemands en 14-18, on a un rapport du fort au fort, et chacun doit se camoufler. En situation par exemple insurrectionnelle, donc le guerrilleros doit échapper au marteau des pouvoirs souvent loyalistes, qui disposent d'une force plus puissante en termes de puissance de feu, mais aussi de mobilité, etc. Et donc dans le cadre de la guerre d'Indochine, oui, le Viet Minh, le but c'est de ne pas se faire attraper. Et tout son jeu, lui, justement, ça va être d'épuiser l'adversaire en ne faisant pas
en ne se faisant pas attraper, et il devient un expert du camouflage. Donc art du pauvre, oui, mais il y a aussi une culture. Il y a une culture, et ça on retrouve aussi dans les textes tout au long du XXe siècle, que cette culture du camouflage, alors je sais, évidemment c'est pas une question de gène, mais vraiment de transmission de culture, c'est que finalement la réticence, voire le dégoût qu'avaient les chevaliers à se camoufler, eh bien, a laissé des traces culturelles. Et on retrouve vraiment dans les textes qu'il y a des directives comme quoi on ne se camoufle pas assez, on se camoufle mal, on ne fait pas attention à ça, parce que eh bien, le commandement à cette époque ne prend pas assez en considération. Peut-être parce que dans ce type de guerre insurrectionnelle, eh bien, il n'est pas une question de survie pour les forces loyalistes, ou en tout cas pour les forces qui sont en supériorité numérique ou en termes de puissance de feu. En revanche, c'est une survie pour l'insurgé. L'insurgé, ou si on prend le cas d'Okinawa, où le camouflage devient là, finalement, une arme à part entière. C'est-à-dire que le camouflage, le fait de s'enterrer dans des grottes calcaires et de combattre et de s'appuyer sur finalement la dissimulation comme arme, eh bien ça pallie finalement le manque d'obus, le manque de bouche à feu, etc. On pourrait faire, là je fais un parallèle mais qui est peut-être discutable avec ce qu'on trouve dans l'islam avec la doctrine de la taqiyya, de la dissimulation, et cette idée que finalement on a une pensée du camouflage dont les armées se sont emparées par la suite pour en faire une arme spécifique, une technique et un matériel. Alors il y a peut-être, parce qu'on a en tout cas j'ai beaucoup mobilisé les questions, il y a peut-être des questions dans la salle, et donc si maintenant il y a des gens qui veulent intervenir et poser des questions, ce sera avec plaisir. Je vous en prie. Bonjour, c'était très intéressant. Est-ce que vous pourriez développer l'art du camouflage à l'ère du numérique? Vous parlez des réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors je ne maîtrise pas suffisamment, alors c'est une bonne question, merci, non, je maîtrise pas suffisamment cet aspect-là, et donc généralement, c'est ce que je dis toujours en tant qu'historien, quand on ne sait pas ou qu'on sait mal, vaut mieux se taire, et c'est des pistes que j'ai lancées, effectivement, ce nouveau camouflage numérique, hein, et on le voit très bien dans les fermatrolls par exemple, c'est du camouflage. Parce que qui se cache derrière le message Twitter qu'on a envoyé ou celui qui veut faire copain avec moi sur LinkedIn. Donc je dirais que là-dessus, effectivement, vous avez des chercheurs qui travaillent par exemple sur la pensée militaire russe ou soviétique, parce qu'en fait elle emprunte beaucoup. Et donc il faut bien voir, on parle justement, finalement on parle d'hybridité. On a parlé d'hybridité. Comme si l'hybridité qui veut dire on fait la guerre dans absolument tous les champs. Et donc c'est-à-dire que, par exemple, les Russes vont investir les champs de la compétition absolument partout, dont celui du camouflage et le camouflage numérique, parce que finalement, on peut se demander, évidemment, qui est l'interlocuteur, qu'est-ce qu'il diffuse, pourquoi le diffuse-t-il? Voilà. Et finalement, tout ça, c'est aussi de la fumée. C'est aussi de la fumée, et il va falloir essayer de traverser cette fumée pour voir, pour reprendre l'expression de Wellington, de voir de l'autre côté de la colline. Est-ce que pour vous, il y a des pays qui sont plus à la pointe de ce... Qui sont plus à la pointe? Oui, parce que aussi, c'est un choix. C'est un choix, je parlais effectivement de la culture russe, merci, voilà, qui effectivement ne peut pas se traduire simplement par camouflage. Hein, et c'est pour ça que quand j'en parle, elle se traduit plus comme opération de déception. Et c'est-à-dire que cette hybridité, mais qui est en fait le fait de s'emparer de tous les domaines pour faire la guerre, est une spécificité russe. Et c'est pour ça que parfois on se sent, on se dit, ah oui mais nous on fait jamais d'opération comme ça. Bon, déjà on le sait peut-être pas, mais c'est que effectivement les fermatrolls, elles existent, alors qu'elles soient localisées
en Russie ou délocalisés dans quelques pays d'Asie du Sud-Est, en fait, c'est très facile de se camoufler. On a l'impression qu'il y a finalement deux manières, peut-être pas de faire la guerre, mais de la préparer. C'est d'un côté une école de la dissuasion qui veut montrer ses moyens pour éviter de s'en servir, et de l'autre côté une école, on va l'appeler du camouflage ou de la déception, qui ne montre pas ses moyens mais qui les utilise. Est-ce que ce contraste... Alors on peut le lire, oui, on peut le lire, tout à fait Gilles, on peut le lire, mais et elles sont évidemment complémentaires. Dans les formes actuelles de la guerre, elles sont complémentaires et il faut des deux. Puisque la guerre, vous le voyez bien, si on prend ce qui se passe dans l'Est de l'Europe, il y a bien des choses qui se passent sur le terrain avec une forme de guerre qui parfois rappelle 14-18. Il faut y aller doucement dans les comparaisons. Oui, il y a des tranchées, oui, il y a des guerres de position. Et puis vous avez une guerre qui se mène bien au-delà de la ligne de front, qui utilise aussi cette forme de camouflage. Et donc vous avez cette palette-là. Et c'est pour ça que finalement, lorsqu'on parle de guerre hybride, etc., en fait, on peut enlever hybride, on parle de la guerre. Et lorsque l'on fait la guerre, eh bien, on utilise tous les moyens à sa disposition pour parvenir à vaincre son adversaire. Ou, comme disait Beaufre, à imposer sa volonté, puisque c'est ça dont il s'agit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci à tous pour la présentation. Moi, je me demandais comment concrètement étaient choisies les couleurs du camouflage. Est-ce qu'on a mis des gens de différentes couleurs, on les a fait reculer pour voir jusqu'à où on les voyait? Des vrais gens, non. Mais effectivement, c'est une bonne question, parce que la première tentative, en fait, la première réflexion, c'est celle, comme souvent, d'un individu. En 1800, c'est un colonel britannique, Smith. C'est l'époque, les Britanniques combattent avec le redcoat, leur tunique rouge, particulièrement voyante. Mais j'ai dit que ce n'était pas finalement, si gênant ces tenues, parce que ça permettait de les identifier, sauf qu'au tournant du XVIIIe et XIXe siècle, déjà les choses changent. Certes, la fumée, on n'a pas encore inventé la poudre sèche, donc il y a toujours de la fumée, mais il y a surtout la multiplication des armes à feu sur le champ de bataille qui devient de toute manière aussi un problème. Et donc lui, il va mener une expérimentation avec des panneaux de différentes couleurs, dont le panneau rouge, un panneau gris, un panneau vert, et il va faire tirer des meilleurs fusiliers d'un régiment, le 60e régiment, voilà, sur l'île de Wright, et il va les disposer en fait ces panneaux à différentes distances, merci, et à différents moments de la journée. Parce qu'évidemment, le soleil, etc., les conditions changent. Et évidemment, les cibles rouges sont totalement détruites, et il s'aperçoit que les cibles qui sont de couleur grise sont les moins atteintes. Et donc il dit, voilà, il faut que tout le monde, ces préconisations restent lettres mortes, mais une cinquantaine d'années après, on commence à avoir les tenues neutres, les tenues kaki, un mot qui vient du persan, qui signifie terreux ou poussiéreux. Et en fait, dans les expéditions coloniales, l'armée britannique, pour commencer, utilise ces premières tenues neutres. Et ensuite, on a effectivement, au tournant du 19e et 20e siècle, la plupart des armées européennes qui passent aux tenues neutres. Et alors après, ce sont des choix de nation, des choix de commandement. Quelle couleur adopter? Alors, vous avez toute une palette. Il y en a qui vont dire, oui, le gris c'est bien, mais vaut mieux du gris-vert. Il y en a qui vont dire, non, on va prendre du vert-gris, on va prendre du bleuté. Vous avez, et l'armée française fait des expérimentations, elle en fait plusieurs. On retient souvent la fameuse tenue Reseda qui apparaît en 1911, mais vous avez d'autres expérimentations en 1903, 1907. Et finalement, nous, on choisit le bleu horizon. Pourquoi? Parce que on dit textuellement que cette couleur-là, alors certes elle rappelle un peu la France, mais aussi que finalement c'est une couleur qui va se fondre le plus possible, que ce soit dans la boue, dans la végétation, etc. Donc là on est vraiment un choix de nation. Et puis après, on va mélanger les couleurs aussi pour les blindés par exemple. On va mettre un petit peu de brun rouge, etc. Voilà. Mais c'est pareil, un camouflage aussi, c'est un marqueur pour une nation. Très fort. Et donc parfois, même si on se dit, tiens, c'est pas forcément le meilleur camouflage,
on va hésiter à le changer parce que celui-ci représente telle nation. Le militaire ou même le passionné qui s'y connaît un peu, il identifie voilà, un soldat belge d'un soldat, alors un peu moins maintenant parce que les Belges ont changé de tenue, mais ils avaient une tenue caractéristique. Et maintenant les Belges en fait se rapprochent des tenues bariolées américaines que nous aussi on va adopter. Donc voilà, il y a une homogénéisation. Certains le regrettent parce que c'est une perte d'identité aussi. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière cet objet qui semble un objet entre guillemets anecdotique, et je dis bien semble, on assiste aussi à un changement dans les valeurs qui sont portées par l'armée et par les différentes armées sur la manière dont on se bat et dont on pense le combat. Et ce changement-là, ce marqueur-là, il est finalement très fort. C'est ce que tu montres dans l'ouvrage. C'est assez important. D'autres questions, d'autres interventions? Aujourd'hui, les villes sont devenues des champs de bataille. Est-ce qu'il ne faudrait pas sensibiliser les citoyens à la question du camouflage? Et est-ce que vous auriez des conseils à donner en matière de camouflage à des civils? Alors habillez-vous de tenue le plus neutre possible. Alors, j'ai une photo dans l'ouvrage de Tokyo entièrement détruit. C'est-à-dire que vous pouvez vous camoufler comme vous voulez. À partir du moment où vous avez des B-29 qui vont venir vitrifier la ville, votre camouflage, votre toile de tente, votre faux arbre ne vous servira pas à grand-chose. Effectivement, depuis la Seconde Guerre mondiale, alors c'est pas nouveau, mais vraiment depuis la Seconde Guerre mondiale, la guerre s'est invitée dans la ville. Et de toute manière, au point de vue du simple citoyen, le but n'est pas tellement là de se dissimuler pour induire un adversaire quant à sa nature propre, c'est-à-dire de bipède urbain, mais c'est plutôt se cacher et d'éviter les bombes. Donc effectivement, on le voit bien là, et comme ça a toujours été le cas, c'est l'exode des populations urbaines vers la campagne qui constitue le meilleur camouflage, sachant que, évidemment, le fait de se réfugier dans des souterrains, dans des caves, etc., vu la puissance des bombes, n'est pas garant de... Voilà. Mais de toute manière, en cas de crise ou de conflit, on utilise les mêmes méthodes, c'est-à-dire on baisse la lumière ou on l'éteint. Voilà, la nuit, c'est plus facile de diminuer son empreinte que le jour. Maintenant, les villes aussi sont tellement peuplées que de toute manière, les pertes, il y en aura. Vous avez beau vous maquiller, vous déguiser, etc. Ça sera d'une efficacité relative. La ville devient finalement une forme de camouflage. On en parlait un peu hier dans une autre table ronde avec toutes les questions de guerre en ville. C'est la ville elle-même qui dissimule le combattant. On parlait notamment des snipers, apparents dans des villes comme Mossoul ou Sarajevo, qui se cachaient derrière 3 ou 4 parois différentes. Vous avez la façade d'un immeuble qui est détruite, mais après 2 voire 3 parois, vous avez un sniper qui va se dissimuler et qui va tirer à partir d'un tout petit trou, mais qui sera d'une efficacité mortelle de ce fait. Enfin, on pourrait élargir la notion de camouflage à quasiment la ville elle-même. Oui, alors c'est ce qu'on appelle le combat en zone urbaine et confinée, qui est un combat qui est extrêmement dévoreur d'effectifs et qui est effectivement très mortifère aussi, où il faut un rapport de force écrasant. On le voit bien depuis l'invasion américaine en Irak en 2003, hein, les batailles de Fallujah, etc., où c'est vraiment une autre manière de faire la guerre. Et un exemple typique justement de voir que finalement la ville non détruite à prendre est beaucoup plus facile que la ville détruite. Donc tout dépend de ce que veut faire le belligérant, mais le but est d'éviter de prendre les villes et de ne pas y rentrer. Il y a cet exemple de la bataille de Cassino en février 1944, où le monastère, il y a la ville et le monastère, mais surtout le monastère, donc cette infrastructure finalement urbaine, eh bien, est censé, du point de vue des Alliés, accueillir les observateurs allemands. Ce n'est pas le cas. Le monastère est entièrement détruit. Et finalement, la bataille va traîner encore plus en longueur parce que le monastère détruit fournit des facilités de camouflage qu'il n'avait pas avant. Donc,
Voilà, tout dépend de l'effet que vous voulez obtenir. Est-ce que vous êtes un militaire qui veut prendre la ville? Est-ce que vous voulez détruire la ville pour X raisons, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qu'on peut aussi décliner dans une question qui n'est plus seulement de l'ordre du militaire, mais aussi du policier ou du judiciaire. C'est tout ce qui relève du maintien de l'ordre. Et tous les débats qu'on a eus, que ce soit notamment sur les Black Blocs et sur la manière dont les Black Blocs ont une tactique, voire une stratégie de déstabilisation, intègrent la notion de camouflage. Le terrorisme, c'est aussi une forme de camouflage. C'est un combat camouflé au sein d'une ville, et d'ailleurs on parle de guérilla urbaine. Donc c'est une notion qui, en partant d'un regard qui peut sembler très concret, et s'élargit à l'ensemble des pratiques de contestation qu'on peut trouver dans notre société. Et c'est peut-être ça aussi l'enjeu de cet ouvrage, de lancer plein de pistes autour de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions à partir de là? Non, c'est bon. Donc là, sinon, je vous propose de conclure sur cette